Bienvenue sur ma chaîne Agencia Cosmica, je suis Gosia. La vidéo d'aujourd'hui portera sur un article de Sfarou, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu sur la chaîne de Robert, au sujet de la mécanique de la manifestation et de l'énergie du point zéro, ou énergie libre. Par la suite, j'ai un peu parlé de cet article avec Sfarou, et je lui ai posé des questions. Et donc cette conversation avec Sfarou qui répond à mes questions sur l'énergie libre, viendra après celle-ci. Mais là maintenant, je voudrais seulement commenter quelques points dont a parlé Sfarou et que j'ai trouvé intéressants. Et c'est au sujet de la crise énergétique qui est censée avoir lieu sur Terre. Justement, c'est faux, il n'y a pas de crise énergétique, il n'y en a aucune, l'énergie est là sous toutes ses formes. Il nous ment sur la crise énergétique, et il n'y a pas besoin d'introduire de nouvelles technologies parce qu'elles sont déjà là, elles sont déjà sur Terre. C'est simplement qu'elles sont cachées, qu'ils nous cachent ces technologies, mais eux, la cabale, ils les ont déjà, ils en bénéficient déjà. Alors Sfarou insiste sur le fait qu'il faut d'abord retirer du pouvoir la cabale, les Illuminati, et ensuite, les personnes qui ont déjà accès à ces énergies ici sur Terre, remonteront à la surface, dévoileront tout ça à la population et partageront ces connaissances avec elle. Sfarou a également mentionné le fait qu'il faut aussi enlever la cabale pour que notre race puisse survivre, pour que l'humanité survive. Et donc, je lui ai demandé, alors à quel stade en sommes-nous dans ce processus de retirer la cabale du pouvoir? Et elle m'a répondu que nous sommes proches du but, qu'ils sont dos au mur et déjà en train de s'effondrer. Mais que nous ne sommes pas encore en sécurité. Que nous sommes encore dans une situation dangereuse, dans le sens où ils se battent toujours et qu'ils font tout pour mener leur agenda jusqu'au bout. Et quand j'ai demandé à Sfarou, par qui ont-ils été mis dos au mur? En d'autres termes, si je traduis depuis l'anglais, par qui ont-ils été poussés dans une impasse? Et Sfarou m'a répondu que c'était par nous, par les personnes éveillées, les gens qui se réveillent. Et aussi et avant tout, par la Fédération Galactique. Mais que ces derniers ne veulent pas qu'on leur en attribue le mérite. Et que le mérite est pour nous. Les gens ici qui font le travail et qui se réveillent, c'est nous. C'est nous qui sortons la cabale du pouvoir. Y compris avec des vidéos comme celle-ci et même avec vous, qui vous réveillez à ces connaissances. D'ailleurs, je vous encourage à regarder cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vue sur la chaîne de Robert. Nous nous verrons dans la vidéo suivante avec les questions-réponses. À bientôt et merci. Au fait, merci beaucoup pour votre soutien suite à ma dernière vidéo. J'ai reçu beaucoup de messages positifs et j'ai essayé de tous les lire. Alors merci beaucoup. Vraiment merci. Une onde stationnaire est un modèle de vibration énergétique dans un milieu déterminé. La fréquence d'oscillation de sa source génératrice provoque le fait que ces ondes préalablement émises, et qui ont été réfléchies vers elles-mêmes, interfèrent avec les ondes qui proviennent directement d'elles. Cette interférence se déroule de telle façon qu'elle génère dans le milieu des points spécifiques qui paraissent statiques, d'où l'origine de leur nom, onde stationnaire. Le modèle de vibration nécessaire pour créer une onde stationnaire dans un milieu nécessite des fréquences très spécifiques. Ces fréquences sont connues sous le nom de fréquences harmoniques ou harmoniques d'une fréquence. Ce sont des points de concentration énergétique en parfait équilibre au sein d'un milieu. Toute fréquence non harmonique, que ce soit dans les ondes émettrices, incidentes, ou dans les ondes réfléchies, produit une perturbation dans le modèle de l'onde stationnaire, créant une fréquence irrégulière et chaotique qui la dissout, faisant s'effondrer l'onde. Il n'existe qu'une seule substance, et elle existe en tant qu'onde qui se propage dans tout l'univers. L'espace est un milieu ininterrompu et entrelacé de cette dite onde, qui se définit comme énergie potentielle.
La matière se forme dans des ondes sphérico-toroïdales dans l'espace entrelacé, suivant des modèles mathématiques stables et spécifiques connus sous le nom de géométrie sacrée. Les formes sphérico-toroïdales sont les points de concentration énergétique des ondes stationnaires, également connues sous l'appellation nodes, qui sont des nœuds ou des points nexus. La matière est composée d'une concentration d'ondes stationnaires sphériques toroïdales qui forment ces points ou nodes, ce qui fait que la matière est entièrement interconnectée. Ces ondes vibrent et interagissent les unes avec les autres au sein de ce milieu interconnecté d'énergie potentielle. Les modèles mathématiques stables, connus en tant que géométrie sacrée, sont ceux qui déterminent la concentration et la position des nodes ou ondes stationnaires qui, à leur tour, formeront la matière. Ces modèles mathématiques en forme de géométrie sacrée sont imposés directement par l'attention d'une conscience. Et c'est appliqué au milieu dans lequel les ondes se propagent, c'est-à-dire l'espace, comme une concentration énergétique provenant d'un autre milieu d'un plan supérieur, c'est-à-dire la conscience. Celle-ci est l'émettrice de l'onde qui se propage dans le milieu, ou énergie potentielle, à travers tout l'univers, et celui-ci à son tour le forme. Ce milieu ou énergie potentielle est l'éther. Les modèles de géométrie sacrée, qui forment les ondes stationnaires et qui, à leur tour, donnent naissance à la matière, proviennent d'un plan supérieur, lui-même créé par un autre plan qui lui est supérieur, et ainsi de suite jusqu'à former le tout ou la source. La géométrie sacrée de chaque plan est, progressivement et de façon exponentielle, de plus en plus complexe, du fait d'inclure toute l'information nécessaire pour former tous les plans inférieurs. Les ondes qui créent un être conscient vibrent à l'intérieur de cette matrice interconnectée et intriquée d'énergie potentielle, que l'on appelle éther. Votre esprit, vos perceptions, vos pensées, vos sentiments et vos émotions sont ces ondes, et ils déterminent la fréquence de l'émission. Ces ondes, les changements et variations dans la fréquence de l'émission, sont en constante communication avec les autres ondes. Le mouvement et la fréquence de ces oscillations à l'intérieur du milieu sont la résultante d'un point d'attention de l'être conscient, et ils formeront la portion de l'espace que cet être pourra voir comme son monde extérieur. N'importe quelle attention et focalisation créative d'une conscience engendreront une forme. Si plusieurs points émetteurs d'énergie, autrement dit plusieurs êtres conscients, portent leur attention ou se focalisent sur le même point, que ce soit sur quelque chose qui existe déjà, ou quelque chose qui est en formation et qui en est encore à l'étape d'idée, l'émission d'ondes créera une interférence constructive, renforçant les points ou nodes des ondes stationnaires au sein de cette soupe énergétique appelée éther, accélérant ainsi la formation d'une matière nouvelle, grâce à l'accumulation coopérative d'énergie avec un modèle spécifique en commun. De même que si plusieurs points émetteurs d'énergie focalisent leur attention sur le même point, mais qu'ils ont des intentions ou des sentiments différents et contraires, cela créera une interférence destructive entre eux. Ceci s'applique aussi bien à la création de la matière, qu'à la création de situations ou d'événements, qui ne sont ni plus ni moins que des séquences animées de positions de matière, manifestées par l'attention d'une ou plusieurs consciences. L'animation des événements, ou temps, n'est qu'une fréquence émise à partir d'une conscience au sein du champ éthérique. Le point d'attention ou point de concentration d'un être doté de conscience est le résultat de la communication entre toutes les ondes au sein du milieu ou éther. Ces ondes peuvent provenir de la même conscience, sous forme de reflets ou rebonds. Ou bien, elles peuvent provenir d'un ou plusieurs autres êtres dotés de conscience, à l'intérieur ou à l'extérieur du même plan existentiel. Ces ondes formeront des modèles complexes de concentration d'énergie, ou des modèles de nodes d'ondes stationnaires, que ce soit sous forme d'interférences constructives ou d'interférences destructives. Ces modèles d'énergie sont ce que les êtres dotés de conscience, au sein du milieu qu'ils partagent, percevront comme étant le monde extérieur. L'interaction entre les ondes à l'intérieur du milieu
modifie la fréquence de ce dernier, et crée également de nouvelles ondes. C'est pourquoi le point d'attention ou de concentration d'une conscience, individuelle ou collective, est le centre d'attraction dans lequel sera créée une concentration d'énergie, ou node, d'onde stationnaire. Cette concentration d'énergie, ou node d'onde stationnaire, au sein du milieu appelé éther, est la même chose qu'une particule subatomique qui, en suivant les modèles établis par les points de focalisation de la conscience émettrice, formera des structures énergétiques progressivement plus complexes. En premier, des particules subatomiques, puis des atomes qui formeront des molécules complexes qui, à leur tour, formeront des éléments, des substances et des structures de matière, y compris l'ADN. Tout ceci en suivant les modèles mathématiques de la géométrie sacrée, sous forme d'harmoniques de fréquences, imposées par la dynamique d'interaction entre les ondes et leurs fréquences, au sein du milieu ou éther, le tout émis par les points d'attention ou de concentration d'une conscience. Toute la matière en tant que telle, ainsi que sa séquence animée par une conscience, a pour base ou structure énergétique première-née, la géométrie sacrée. Et c'est ainsi, parce que c'est la seule façon qu'a la matière de se former, étant donné qu'un harmonique de fréquence mathématique parfait est nécessaire pour maintenir les nodes, ou points énergétiques des ondes stationnaires, au sein du milieu d'énergie potentielle appelé éther. Toute fréquence qui serait en dehors d'un harmonique de géométrie sacrée ferait s'effondrer l'onde stationnaire, dissolvant les nodes, et par là même, la matière. Tout ce qu'un être doté de conscience vit, expérimente, ressent, pense, dit et fait, est expérimenté par tout le milieu entrelacé et interconnecté d'énergie potentielle, appelé éther, qui forme l'univers. Vos pensées créent un changement de fréquence, de mouvement et de volume au sein des ondes émises. Vos ressentis créent un changement au sein de l'harmonique de la fréquence émise, ce qui modifie sa structure mathématico-énergétique. La fréquence de l'onde sortante qu'émet un être conscient est une forme de communication avec le champ ou le milieu dans lequel il se trouve. Ce que cet être émet dans l'onde sortante déterminera quelle communication il recevra dans l'onde entrante. Chaque être doté de conscience détermine et contrôle la nature de la communication qu'il transmet et reçoit, avec sa propre dynamique de flux informatif personnel, en modifiant à volonté son point d'attention et sa fréquence de pensée, d'idées et de sentiments. Toutes les informations, dans ce milieu interconnecté et intriqué, sont partagées et ont une incidence sur tous les composants de ce milieu, en utilisant des fréquences d'ondes énergétiques qui interfèrent les unes avec les autres, en observant toujours des structures mathématiques de géométrie sacrée. Ça, c'est la définition du tout, c'est le champ unifié, la source, ou la conjonction de toutes les consciences ensemble. C'est l'univers lui-même. C'est la définition de chaque petite créature ayant une conscience. Un être doté de conscience est un node, ou point énergétique d'une onde stationnaire, et en même temps il est un fragment holographique du tout, et le tout complet simultanément. Tout être doté de conscience est l'univers lui-même. Les mathématiques des vortex contiennent toutes les formules qui contrôlent aussi bien la mécanique de la manifestation, que ses fréquences spécifiques ou harmoniques d'une fréquence. Le flux énergético-mathématique qui forme une structure de flux toroïdal est la base pour la formation de la matière, et aussi la clé pour l'énergie du point zéro. Il est aussi relié à la suite de Fibonacci. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails à ce sujet, parce que vous pouvez trouver facilement des infos en ligne. Toutes les mathématiques d'un flux toroïdal sont basées sur ce principe clé, qui est la relation et la séquence entre les nombres 1, 2, 4, 8, 7, 5 et
3, 6, 9. Le rapport entre ces chiffres est le suivant. Toute formation de matière, comme par exemple la division cellulaire, obéit à des schémas de duplication. 1 fois 2 est égal à 2, 2 fois 2 est égal à 4, 4 fois 2 est égal à 8. Dans ce modèle de géométrie sacrée qui est la base du toroïde, les nombres se dupliquent comme suit. 1 fois 2 est égal à 2, 2 fois 2 est égal à 4, 4 fois 2 est égal à 8, 8 fois 2 est égal à 16, dans lequel 1 plus 6 est égal à 7, et maintenant 7 fois 2 est égal à 14, et 1 plus 4 égale 5, 5 fois 2 est égal à 10 et 1 plus 0 est égal à 1, suivant encore et encore le même schéma de flux énergético-mathématique. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Ceci est le modèle de base ou moteur d'un toroïde dans sa représentation basique. Les nombres 1, 2, 4, 8, 7, 5 représentent le côté physique et les nombres 3, 6, 9 le côté éthérique, puisqu'ils obéissent à une autre séquence interconnectée qui est 1 plus 2 égale 3, 2 plus 4 égale 6, 4 plus 8 égale 12 et 1 plus 2 égale 3, 8 plus 7 égale 15 et 1 plus 5 égale 6, 7 plus 5 égale 12 et 1 plus 2 égale 3, 5 plus 1 égale 6. Comme vous pourrez le constater, les résultats alterneront toujours entre le 3 et 6, c'est pour cette raison. 3 fois 2 est égal à 6, 6 fois 2 est égal à 12 et 1 plus 2 égale 3, 12 fois 2 est égal à 24 et 2 plus 4 égale 6, 24 fois 2 est égal à 48 et 4 plus 8 égale 12 et 1 plus 2 égale 3, 48 fois 2 est égal à 96 et 9 plus 6 est égal à 15 et 1 plus 5 est égal à 6, et ainsi indéfiniment avec un résultat qui alterne toujours entre le 3 et le 6. Cet effet d'alternance se traduit également par une inversion de la polarité électromagnétique à l'intérieur de la dynamique du flux énergétique toroïdal. Si on prend le nombre 9, il est le résultat de la somme de 3 et 6 ou de 6 et 3, et il obéit à sa propre séquence, qui est à la fois isolée et omniprésente simultanément. 9 fois 2 est égal à 18 et 1 plus 8 égale 9, 18 fois 2 est égal à 36 et 3 plus 6 égale 9, 36 fois 2 est égal à 72 et 7 plus 2 égale 9, 72 fois 2 est égal à 144 et 1 plus 4 égale 9, et ainsi de suite indéfiniment avec le même résultat, c'est-à-dire le nombre 9. Notez ici la présence des nombres 72 et 144, qui sont toujours utilisés dans les sociétés secrètes, et donc à travers le New Age, pour énumérer le nombre de personnes élues ou spéciales, qui ont été choisies pour accomplir un travail lié au fait de sauver le monde. Comme par exemple les fameux 144 000 élus. Aussi bien 72 que 144 donnent 9 par addition des chiffres, et c'est le nombre qui symbolise le tout ou la source. Sa forte connotation ésotérique est évidente. La relation entre le 3, le 6 et le 9 forme une trinité dans laquelle 3 et 6 sont opposés, et où 9 est la combinaison des deux comme un tout. Remarquez que je n'ai pas dit que c'était un équilibre, car ça ne l'est pas. C'est la somme des deux comme un tout. Le 9 symbolise également l'illumination, qui est la capacité de transcender la dualité. La relation totale entre les chiffres 1, 2, 4, 8, 7, 5 donnera toujours 9. Ainsi, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 7 plus 5 est égal à 27, et 2 plus 7 font 9, comme exemple de base le plus probant. Sur cette image,
On peut observer comment le flux énergétique à l'intérieur du toroïde provoque une dépolarisation dans le côté éthérique, entre les pôles 3 et 6, chaque fois que le flux d'énergie 1, 2, 4, 8, 7, 5 passe d'un côté à l'autre, ce qui change aussi la polarité. Une polarité est dominée par le 1, 2, 4 et l'autre par le 8, 7, 5. Au centre de l'image en jaune se trouve le point 0, et c'est là que se produit une libération d'énergie ou dépolarisation énergétique. C'est de là que vient le terme « énergie du point 0 ». Toute la création de la matière se base sur ce principe mathématique de géométrie sacrée. Depuis une particule subatomique jusqu'à une galaxie entière, tout est créé selon ce principe. La division cellulaire obéit au même modèle mathématique de 1 fois 2 est égal à 2, 2 fois 2 est égal à 4, 4 fois 2 est égal à 8. J'en profite d'ailleurs pour dire que la théorie de la Terre plate n'a aucun sens, car si tout ce que l'on connaît sous forme de matière est basé sur les mathématiques du toroïde, comment la Terre a-t-elle pu se former si elle est plate? Et pourquoi serait-elle différente des autres planètes? Comme tout ce qui existe dans l'univers, et comme n'importe quelle autre planète, la Terre est un toroïde. Et elle a des ouvertures aux pôles, comme tous les toroïdes. Mais elle n'est pas complètement creuse, elle a de larges cavités internes, la plupart étant alignées sur son flux énergétique initial. La Terre ne peut pas être plate, tout simplement. Cette idée de Terre plate est diffusée par le gouvernement mondial comme de l'opposition contrôlée, pour manipuler et créer de la confusion chez les gens qui commencent à remettre en question le statu quo et à réaliser que sur Terre on leur ment sur à peu près tout. J'y vois aussi une stratégie visant à discréditer l'existence de toute vie extraterrestre, car si la Terre est plate, alors il n'y a pas d'autres planètes, et donc on va se référer au phénomène OVNI seulement comme à un phénomène interdimensionnel et non interstellaire. Or, toute la matière, grande ou petite, est formée avec la dynamique et les mathématiques de la géométrie sacrée du toroïde. Donc cette théorie de la Terre plate est un non-sens total. Sur l'image, le point de libération d'énergie est le centre, ou point 0, provoqué par la dépolarisation entre le champ 1, 2, 4, 8, 7, 5 et le champ 3 et 6, ce qui fait que tout renforce le point supérieur ou 9, qui est le node de l'onde stationnaire qui a été créé par la dynamique énergétique d'en bas et qui s'ajoute à d'autres toroïdes ou moteurs énergétiques pour créer des structures complexes en suivant l'harmonique de fréquence de la géométrie sacrée, produite par le point d'attention d'une conscience. Les toroïdes s'additionnent, formant ainsi d'autres structures plus complexes, comme ce que l'on appelle la fleur de vie, par exemple, en suivant toujours le même modèle. Les cycles avec lesquels l'énergie circule dans le modèle de 1, 2, 4, 8, 7, 5 sont sa fréquence et elle est mesurée en Hertz. Le nombre moyen en Hertz de révolution, à l'intérieur des systèmes toroïdaux qui composent la matière, à n'importe quel niveau et dans le cosmologique, est également connu sur Terre comme la résonance de Schumann, quand il s'agit d'une planète en particulier, et il est spécifique à chaque corps céleste ou à chaque position dans l'univers. La vitesse ou la fréquence des cycles en Hertz de la matière est en soi ce qui définit une densité ou un plan existentiel. Plus la fréquence énergétique en Hertz est élevée, plus haute sera la densité existentielle, et comme je l'ai décrit plus haut, elle est directement et indissociablement liée à la conscience qui la génère. On pourrait penser que cela n'arrive que d'une manière collective, surtout depuis un point de vue planétaire, mais ce n'est pas le cas, car cela se produit aussi bien de manière collective, par l'addition et la moyenne de toutes les consciences présentes,
que de manière individuelle. Car chaque être doté de conscience utilisant son propre point d'attention ou de concentration, va filtrer, créer et bloquer toutes les fréquences qui ne sont pas dans sa gamme de perception, créant ainsi une réalité univers parallèle, privée et propre à cet être-là. Toute l'information et les principes de l'énergie du point zéro, ou énergie libre, sont déjà présents sur Terre depuis l'époque de Nikola Tesla. Et la seule chose qui empêche toute la population d'accéder à l'énergie libre est la présence d'êtres très négatifs qui veulent continuer à exploiter l'humanité. Pour que la population puisse disposer de l'énergie libre, il faut donc éliminer les êtres négatifs, la cabale corporative et les Illuminati qui contrôlent la planète et qui se sont tout simplement accaparés cette technologie en éliminant les scientifiques indépendants ainsi que tous leurs travaux et découvertes réalisés en autodidacte. L'énergie libre n'est donc pas quelque chose de nouveau, et tout ce que j'ai expliqué ci-dessus montre seulement dans les grandes lignes comment elle fonctionne. Pour résumer, une structure énergétique avec le bon modèle géométrico-mathématique provoquera une dépolarisation énergétique depuis le côté éthérique, libérant une grande quantité d'énergie libre. Il y a une charge électrique dans un côté perçu comme physique et une autre dans le côté éthérique. Quand les polarités et leurs charges ont des pôles opposés à l'intérieur d'une géométrie spécifique, une décharge se produit. Dans le cas contraire, aucune décharge électrique ne se produira, du fait qu'il n'y ait pas de point de dépolarisation. C'est comme, par exemple, quand un oiseau est perché sur un seul câble à haute tension, mais comme il n'y a pas de point de dépolarisation, il n'arrive rien à l'oiseau. Mais si d'une manière ou d'une autre, l'oiseau touche aussi l'autre câble ou la terre, alors la décharge électrique se produira. Les gens sur Terre n'intègrent pas le concept de l'énergie du point zéro, car tout ce qu'ils perçoivent ou tout ce qu'ils manipulent ne se trouve que d'un seul côté, ou pôle. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent que l'existence du côté physique, et ils ignorent, voire ils nient, le côté éthérique. Quand on perfectionne cette technologie, on peut construire un réacteur super efficace, qui fournit de l'énergie abondante et inépuisable. On peut transmettre la fréquence spécifique de dépolarisation du côté éthérique, ou 3, 6, 9, sans aucun câble ou fil électrique, et à des distances énormes. Et avec un appareil équipé d'un récepteur mis sur la fréquence exacte et accordé à dessein, cette dernière provoquera une dépolarisation interne dans l'appareil, et de l'énergie libre sera ainsi créée, qui sera transmise sans câble et de façon totalement propre, et qui pourra être utilisée pour ses propriétés de manière totalement illimitée. Et comme cette transmission de haute énergie provient du côté non matériel, elle ne constituera aucun danger pour la vie. Quasiment toutes les civilisations avancées utilisent ce type de transmission énergétique, et des systèmes tels que la fourniture de lumière, le fonctionnement interne de bâtiments, les industries et les véhicules planétaires, fonctionnent avec cette technologie d'énergie illimitée. Dans ma civilisation, presque tout se fait par voie aérienne à partir d'une technologie d'annulation et de manipulation de la gravité, dont je vous parlerai plus tard. Malgré tout, nous utilisons toujours des véhicules avec des roues, mais uniquement pour de courtes distances, car nous n'avons pas de réseau routier. Nous avons des réseaux uniquement pour nos trains, qui sont de type maglev. Ce sont des trains sans roues, à lévitation électromagnétique, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas les rails. Et les rails eux-mêmes sont dans un gros tube transparent, par lequel passe aussi le train, placé à une dizaine de mètres au-dessus du sol, pour préserver la faune et la flore. Les petits véhicules à roues utilisés pour les petites distances ont des essieux magnétiques qui diminuent les frottements, et ils fonctionnent avec une énergie électrique illimitée captée dans l'air, comme je vous l'ai décrit précédemment. Sur Terre, on vous dit que le pétrole est une énergie fossile d'origine organique et non renouvelable. C'est un gros mensonge. Le pétrole est un minéral produit par des interactions complexes, thermomécaniques et chimiques, à l'intérieur de la croûte terrestre. Il est donc auto-renouvelable.
Un puits de pétrole peut s'assécher, mais il se re-remplira si on le laisse tranquille, pendant une durée qui dépendra de plusieurs facteurs, mais qui dépasse rarement quelques années. Le pétrole n'est pas limité. Le fait d'imposer cette croyance est encore une ruse pour exploiter la population. L'énergie atomique est fortement toxique, ses effets ionisants, ou radiations, affectent plusieurs plans d'existence. Et les bombes nucléaires, c'est encore pire. Les effets nocifs sont les pires que l'on connaisse et le prix à payer est tout simplement inacceptable. Les centrales nucléaires ne sont pas du tout sécuritaires et, même dans de parfaites conditions de fonctionnement, elles émettent toute une grande quantité d'isotopes radioactifs hautement nocifs. De plus, elles consomment des quantités d'eau gigantesques, et leur coût est extrêmement élevé. Et comme si cela ne suffisait pas, la majorité, si ce n'est la totalité des centrales nucléaires consomment plus d'énergie qu'elles n'en produisent elles-mêmes, aussi bien de l'énergie électrique que de l'énergie en général. Et c'est particulièrement le cas dans les périodes où elles alternent toutes entre elles. Si les centrales nucléaires existent sur Terre et ce, malgré tous leurs désavantages, ce n'est pas du tout dans le but de produire de l'énergie électrique comme ils vous le racontent, mais pour l'effet d'ionisation lui-même. Ceci dans le but de terraformer la planète, afin de répondre aux besoins des négatifs. Les radiations ionisantes affectent les cycles en Hertz de la matière, en abaissant sa fréquence, et de ce fait, elles diminuent la fréquence totale de la planète, ce qui la maintient en 3D. La production d'énergie électrique est tout simplement leur alibi, pour implanter des centrales de terraformation. Les accidents des centrales nucléaires de Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, et d'autres encore, ont été provoqués par la cabale dans le but de répandre des isotopes radioactifs pour affecter la Terre et ses habitants. Les centrales nucléaires sont implantées sur des endroits stratégiques partout dans le monde. Elles sont à chaque fois placées précisément sur des lignes de ley, ou lignes telluriques, qui sont comme les artères de la planète, et sur ces points énergétiques, ou chakras. Les centrales nucléaires ont aussi vocation à produire des matières nucléaires pour l'industrie, principalement l'industrie de l'armement, pas seulement pour la fabrication de bombes. La plupart de ces armes nucléaires qui sont fabriquées aujourd'hui sont de petite taille et de catégorie tactique, contrairement à celles de catégorie stratégique, comme le sont par exemple les missiles balistiques intercontinentaux, ou ICBM. Cette matière nucléaire est également utilisée pour la fabrication de munitions des armes de type cinétique. Sur Terre, les gens parlent aussi d'autres formes d'énergie comme la fusion de la matière et l'antimatière. Ils parlent de l'élément UUP-115, connu sous le nom de moscovium ou ununpentium, et qui serait soi-disant le carburant des ovnis. Il est vrai que la cabale et les négatifs font des expériences avec cette substance, mais la plupart des races stellaires avancées, si ce n'est la totalité, ne l'utilisent pas. Ce que les races avancées utilisent sont des réacteurs à cristaux de quartz, qui ne sont ni plus ni moins que d'énormes machines de dépolarisation éthérique. Ce sont des réacteurs d'énergie du point zéro, ou énergie libre. Ces réacteurs produisent d'abondantes quantités d'énergie, qui dépassent de loin ce que l'on peut consommer. Ils nécessitent très peu d'entretien et n'ont jamais besoin d'être rechargés, en plus d'être complètement propres et sans danger. Ces réacteurs peuvent être décrits comme une grande sphère de titane remplie de cellules thermoélectriques très performantes, avec plusieurs toroïdes concentriques les uns dans les autres. Et ces toroïdes sont formés par environ 2 millions de microcristaux de quartz, qui tournent en flottant dans un champ gravitationnel contrôlé par un ordinateur et sous vide. Ces microcristaux de quartz ont la forme de parfaits tétraèdres, ou Merkaba, qui sont énergétiquement des toroïdes, et qui maintiennent une fréquence vibratoire constante. L'ordinateur peut contrôler la position individuelle de chacun d'entre eux et les modifier avec des harmoniques de fréquences spécifiques, qui sont déterminées par leur position géométrique à l'intérieur du toroïde du réacteur. Ces fréquences spécifiques peuvent être aussi considérées comme de la musique.
Les toroïdes concentriques, placés les uns à l'intérieur des autres comme des pelures d'oignon, créent un énorme champ magnétique qui maximise l'effet de dépolarisation éthérique. Ces petits toroïdes de cristal de quartz s'allument littéralement comme des petits soleils, produisant toute l'énergie nécessaire dont pourrait avoir besoin un grand vaisseau. Ces soleils sont parfaitement stables, et leur énergie est variable, en changeant l'harmonique de la géométrie qui les contrôle, en utilisant la manipulation d'un champ gravitationnel contrôlé par l'ordinateur. Ces réacteurs avancés à énergie du point zéro, ou énergie libre, utilisent exactement le même principe de la relation et de l'interaction entre les nombres 1, 2, 4, 8, 7, 5 et 3, 6, 9, que j'ai décrit plus haut, mais de manière plus perfectionnée. Sur de nombreux sites New Age, entre autres, on dit que les vaisseaux pléiadiens fonctionnent avec l'énergie des quartz. Or, comme vous pourrez le voir dans ma description, c'est proche de la réalité. L'échelle de Nikolai Kardashev, datant de 1964, est un système ou une méthode pour mesurer le degré d'évolution d'une civilisation, en se basant uniquement sur sa capacité d'exploiter l'énergie qui l'entoure. Et selon cette échelle, la Terre est une civilisation de type 0 avec un niveau de 0,73. Cette échelle comporte 3 niveaux. Civilisation de type 1. C'est celle qui a réussi à exploiter toute l'énergie disponible sur sa planète. Civilisation de type 2. C'est celle qui peut tirer profit et exploiter toute l'énergie de son étoile ou soleil. Civilisation de type 3. C'est celle qui peut exploiter toute l'énergie de sa galaxie. Selon moi, cette échelle n'a aucun sens, c'est encore un exemple de matérialisme réductionniste et déterministe. Elle ne fait que refléter la mentalité impérialiste des scientifiques humains. On n'a pas besoin de maîtriser toute l'énergie d'une planète, encore moins celle d'un soleil ou d'une galaxie. Ma civilisation, comme beaucoup d'autres, n'utilise que l'énergie qui est nécessaire à son fonctionnement et à son développement sans intention invasive. Et toute l'énergie, avec très peu d'exceptions, est basée sur la dépolarisation du point zéro. De ce fait, la grande majorité des civilisations positives sont en dehors de cette échelle. Nous n'avons pas besoin de tirer profit de toute l'énergie de nos planètes, encore moins de nos soleils ou de notre galaxie. De plus, le développement spirituel et moral éloigne les civilisations positives de tout besoin impérialiste invasif. À propos de la mégastructure détectée autour de l'étoile KIC 8462852, ou étoile de Tabi, dans la constellation du Cygne, les médias racontent que cette étoile a une énorme structure, dont la forme géométrique consistante, laisse à penser qu'elle n'a pu être créée qu'artificiellement, par une civilisation extraterrestre très avancée, probablement dans le but d'exploiter l'énergie de ce soleil. Ce qui se trouve autour de l'étoile KIC 8462852 est une grande quantité de pierres et de rochers qui, à un certain moment de son passé, formaient une grande planète rocheuse. Ils orbitent autour de ce soleil de façon certes très rapprochée, mais équilibrée. Et du fait d'en être si proches, ces pierres et ces rochers se trouvent dans le champ électromagnétique ou magnétosphère de cette étoile qui, comme décrit plus haut, forme un toroïde énergétique. Et comme les toroïdes sont régis par des modèles mathématiques spécifiques, et que leur structure est autocomplétante, la seule chose qui se passe ici, c'est que les rochers qui forment cette structure suivent ou s'accordent au modèle énergético-gravitationnel de la magnétosphère du dit Soleil.
Ce n'est qu'un phénomène ou une structure naturelle. Un amoncellement de pierres. Et il y a beaucoup d'autres étoiles et planètes qui présentent ce phénomène, pas uniquement cette étoile-là. Aucune civilisation avancée n'a besoin de drainer ou d'exploiter l'énergie d'un soleil de cette façon, puisqu'elle a tout ce dont elle a besoin avec la dépolarisation éthérique, ou énergie du point zéro. Toute la technologie de l'énergie libre est déjà présente sur Terre. Il faut seulement la libérer.